là, on n'est pas tout à fait sur les adresses actives, mais ça nous donne déjà une super indication. Donc là, on est sur des entités, à court terme, donc des investisseurs qui sont sur la spéculation, qui détiennent leur Bitcoin sur moins de 6 mois. Et en fait, eux, ils ont tendance à vraiment influencer le cours du Bitcoin de manière massive. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, pendant les marchés haussiers, je peux même dézoomer un peu plus loin pour qu'on ait un peu plus d'historique et que vous voyez qu'il y a vraiment des cyclicités sur le marché du Bitcoin. Voilà, bon, c'est pas forcément aussi joli que ce qu'on pourrait voir, mais on a vraiment des croissances notables de la rentabilité de l'offre des investisseurs à court terme, en même temps qu'ils accumulent, du coup, ils achètent durant les marchés haussiers et en même temps, ils ont une croissance extrême de leur rentabilité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que durant les bear markets, on va avoir un effondrement rapide. Donc, juste pour, parce que j'ai pas présenté le graphe, donc la courbe orange ici, c'est l'offre détenue par les investisseurs à court terme, du coup, qui croient pendant les marchés haussiers parce qu'ils accumulent, et ensuite qui descendent pendant les marchés baissiers parce qu'ils vendent. Du coup, ils achètent en marché haussier et ils vendent en marché baissier la plupart du temps. Donc, en agrégé, les investisseurs à court terme ont un comportement qui est un peu à l'inverse de ce que ferait un investisseur à long terme qui achète les marchés baissiers et qui vend les marchés haussiers. Et du coup, on peut voir que la portion en vert de l'offre des investisseurs à court terme, elle croît du coup avec les marchés baissiers, avec les marchés haussiers, pardon, et elle va être vraiment s'effondrer d'un coup pendant le début du marché baissier. Donc on est en mai 2021. L'offre des investisseurs à court terme, elle est à peu près de 4,8 millions. L'offre en profit, elle est à peu près à 3,8 millions. Donc on est à un pourcentage d'à peu près 78% de l'offre à court terme en profit. Et on était le 11 mai et on arrive en juin. Et là, on est à un pourcentage de profit qui est à 32%. On est passé de 78% de profit à 32% de profit en l'espace d'un mois. Ça nous montre clairement qu'il y a une tendance à la baisse, que le prix a vraiment impacté Et qu'il y a beaucoup énormément de gens qui vont d'investisseurs. acheter le top, quoi. Il suffit de baisser un peu pour les Énormément. faire largement Et- souffrir. Ouais. oui, oui, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le top et ils sont fait rect. Et là, du coup, on a une belle perte de rentabilité et on n'arrive pas à retrouver ça, du coup, Avec le sur deuxième top. le, Ouais. Mm, mm. sur le deuxième top, exactement. Mais je vais aussi montrer quand même les adresses actives parce que c'est quelque chose qui est extrêmement visuel. Donc, je vais aller le chercher dans Zinistien. Addresses, active Et du coup, c'est addresses. plus ce que tu nous as montré jusque-là, c'était plutôt quelque chose qui nous permet d'identifier les tops que les bottoms, entre grands guillemets. Oui, alors en effet, ce graphique-là sur la rentabilité à court terme, il peut être très très bien pour justement signaler les tops, mais aussi les bottoms, parce qu'en fait, on peut avoir une rentabilité baissière extrême. Ça se voit pas beaucoup sur le graphique. J'en ai fait un autre qui est dispo pour les gens chez Cryptos Research, mais Ouais. on peut vraiment avoir des données qui indiquent très très bien les moments où à court terme et à long terme, on a une rentabilité si basse que c'est vraiment les moments pour acheter ou pour vendre. On est capable de le faire. Évidemment, ça ne donnera jamais le pico bottom ou le pico top, mais on a Bien des sûr. zones d'accumulation et des zones de redistribution qui sont très très pertinentes. Et du coup, pour illustrer ce propos, pour doubler avec un graphique sur les adresses actives, on a vraiment une croissance de l'activité pendant les marchés haussiers parce que beaucoup de Bitcoin s'échangent, parce qu'il y a beaucoup d'achats, d'investissements et de transferts aussi. Et pendant le début des marchés baissiers, on va avoir un effondrement de l'activité, on va vraiment avoir des adresses actives. On passe d'un 1 million d'adresses actives en janvier 2018 à 500 000 adresses actives en avril 2018. Donc en l'espace de 3 mois, on a eu un réseau qui a été, en termes d'adresses actives, divisé par 50%. C'est exactement ce qu'on a connu ensuite, ou très proche de ce qu'on a connu en mai 2021. Mai 2021, après une grande croissance de l'activité, on a une chute nette, on passe de 1,2 million d'adresses actives à peu près 700 000 adresses actives. Et là, on voit bien que durant le double top de novembre 2021, on n'est pas du tout revenu au niveau d'activité qu'on avait connu en mai 2021. On a à peine retrouvé à peu près 1 million. Donc on voit bien qu'on a une chute brutale de l'activité avec beaucoup de spéculateurs et de boursicoteurs qui quittent le marché. Et du coup, on se retrouve avec une activité fondamentale qu'on retrouve pendant tous les marchés baissiers. Et du coup, on arrive à un bottom et puis du coup, ça croît. On a même un espèce de canal qui se crée au fur et à mesure des cycles, un canal d'activité de marché baissier, ce qu'on appelle. Et lui, il nous montre bien qu'il y a une activité qui est valable en marché baissier, qu'il y a toujours des gens qui sont là pour Bitcoin, pour faire du transfert monétaire et pas seulement de la spéculation. Mais ça peut aussi nous indiquer du coup qu'on a vraiment des chutes globales de l'activité au moment où le marché est en train de rentrer en bear market. Et du coup, c'est une information on-chain qui peut être très pertinente parce que du coup, elle peut parfois aller à l'encontre de ce que nous dit le technique. Quand le technique nous dit qu'on est potentiellement en train d'avoir une cassure de l'ATH 6 mois après, alors que l'analyse on-chain nous dit que non, il n'y a vraiment pas suffisamment d'activité et de volume de transfert pour qu'il y ait suffisamment de cassure, et ça peut donner un edge, ça peut donner une Ouais. information, un insight qui est beaucoup plus pertinent des fois. Pour rebondir sur ça, là en gros on fait de l'analyse a posteriori, donc c'est entre guillemets assez simple, enfin Mhm. assez simple, on s'est compris. Non, tu as Comment tu raison. fais pour analyser les choses en direct et à quel point ça t'aide à prendre des décisions pour toi, hein, par exemple? Mhm. Euh,
peut-être pour parler des choses un peu plus récentes, est-ce que tu vois des choses précises dans le marché récemment qui tend à avoir des insights, une opinion sur le marché ou pas, et comment toi tu les utilises et comment tu les actionnes, ouais. Bien sûr, bah, je vais retourner sur le graphe juste avant parce que c'était ce que je voulais faire à la base pour montrer un peu comment analyser ce qui se passe à court terme, donc le taux de profit-perte à court terme, et on va juste aller regarder ce qui se passe en 2023 par exemple. Donc en 2023, on a pu remarquer en analysant le comportement à court terme des utilisateurs qu'il y avait des périodes en vert ici où l'offre à court terme était à plus de 95% en profit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un taux de profit extrême à court terme, et c'est les moments où justement les utilisateurs vont avoir tendance à prendre des profits de manière coordonnée, de manière massive, avec des bitcoins qui vont être envoyés vers les exchanges de manière très importante, des bitcoins qui sont détenus avec des profits. Et donc là, on sait qu'il va y avoir une prise de profit, une pression de vente qui va être suffisante pour faire stopper la hausse du marché. Et donc, on en a eu 4 grandes prises de profit depuis le début de l'année. Donc janvier au niveau des 24 000, donc ça a fait ralentir le marché et ensuite ça l'a fait baisser un petit peu. Je vais zoomer un peu pour que ce soit encore plus clair. Ensuite, on a eu février, donc on est remonté vers les 24 000. Ça a ralenti encore une fois le marché, ça l'a refait tomber vers les 20 000. Vers les 20 000, on avait d'autres indicateurs qui nous montraient qu'on était proche du coup de base de certains investisseurs et que du coup, ils allaient, au lieu de paniquer et de vendre, ils allaient doubler leur mise. Donc on pouvait savoir qu'il y avait avoir un rebond ici, ce qui a été le cas. Ensuite, vers les 28 000 et les 30 000, encore une fois, profit extrême, et encore une fois vers les 30 000, là, encore une fois, profit extrême. Donc à chaque fois qu'on a eu des zones de profit extrême, le marché a au moins ralenti pour ensuite repartir comme ce qu'on a ensuite comme ce qu'on en voit avril. en ce moment même, non? En ce moment même, si tu regardes, on n'est plus trop là-dedans. On a une courbe de la rentabilité à court terme qui est descendue. Là, on a à peu près 62% de l'offre des investisseurs à court terme qui est en profit. Donc, on a déjà cool down, entre guillemets. On a déjà nettoyé, on a déjà extrait les profits. C'est-à-dire qu'en gros, le prix n'a pas beaucoup bougé, mais le nombre de personnes en profit a largement évolué. Est-ce que c'est juste parce qu'on avance dans le temps et que Glassnode fait des holders court terme, il crée cette donnée à partir d'un intervalle de glissant, tu vois, genre, je sais pas, des 90 derniers jours ou des... c'est les 155 derniers jours, précisément. 155 derniers jours, tu vois. Et c'est ça, c'est un peu ça, mais si tu veux, les 155 derniers jours, ça nous ramène à peu près à mars. Non, ce qui se passe, c'est juste que quand un Bitcoin est détenu à profit et qu'il est vendu, bah en fait, il n'est plus détenu à profit parce qu'il a été vendu à quelqu'un d'autre. Et quand il y a eu la prise de profit au niveau du coup des 30 000 ici, bah, les Bitcoins qui ont été vendus à profit, ils ont réalisé un profit, mais les acheteurs, eux, qui viennent Comment on peut le savoir? Et bah, pardon? Comment on peut savoir qu'ils ont été vendus? Parce qu'on voit qu'il y a eu un échange du TXO, on voit qu'il y a eu un échange dans la propriété de dépenses d'un UTXO, on sait qu'il y a eu un transfert. Okay, je vais faire un petit diapositive pour vraiment que les gens comprennent, on ne peut pas tout à fait définir sur une masse globale de 19 millions de bitcoins qu'est-ce qui a été transféré et qu'est-ce qui a été vendu. Par contre, on sait que si un bitcoin qui a été envoyé vers un exchange d'une adresse qui n'est pas un exchange et qui ensuite a été déposé vers un exchange, et bah à ce moment-là, il y a des fortes probabilités, plus de 99% de chances qu'il ait été vendu. Donc c'est toujours une analyse probabilistique, il n'y a pas de certitude, mais on sait que dans l'ensemble, pour 19 millions de bitcoins par exemple, il va en avoir 18 millions qui vont avoir été vendus. Bon, évidemment, je donne des chiffres un peu aberrants, mais par exemple, là, donc, pour un exemple, on sait qu'il y a des ventes à profit. Pardon? Pour un exemple concret, désolé de te couper, mais par exemple, si moi j'ai un BTC et que je te l'envoie à toi, il n'est pas considéré comme vendu. Mais si j'ai un BTC et que je l'envoie sur un exchange et que l'exchange il l'envoie à une autre adresse qui peut être la tienne, là il est considéré comme vendu. C'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Les heuristiques de Glassnode, en fait, ils séparent les entités on-chain en 4 grands groupes. En gros, tu as les mineurs, tu as les exchanges, tu as les entités hors exchange, les souverains. Donc, en fait, les investisseurs à court terme et long terme, les STH et les LTH, ce qu'on appelle, c'est tous des entités hors exchange. Et du coup, on est capable de voir quand ils se transfèrent des bitcoins entre eux et quand ils transfèrent vers des exchanges. Et on sait souvent que les exchanges, c'est des endroits pour du on-off ramp, ou que justement, ça va être des endroits où on va aller chercher la liquidité pour acheter ou pour vendre. Donc, quand on a un comportement d'échange, de transfert entre des entités qui détiennent eux-mêmes leur Bitcoin, souvent, ça peut être de la vente ou de l'achat, mais on ne sait pas. Du coup, on n'essaie pas trop de le dire et on prend ça comme un volume de transfert global monétaire. Alors que quand on sait qu'il y a une interaction avec un exchange, que ce soit pour retirer après avoir acheté, que ce soit pour déposer pour vendre, là, on a quand même un indice qui est suffisamment pertinent pour supposer avec une probabilité assez importante qu'il y a eu une vente ou un achat. Ok. Et c'est typiquement ce qui s'est passé, du coup en fin juin au niveau des 30 000. Beaucoup de Bitcoin achetés de moins de 6 mois qui ont été déposés sur les exchanges, qui ont réalisé un profit, des gens qui les ont achetés sur les exchanges, et du coup ces gens qui viennent de les acheter sur les exchanges, ils ont acheté à 30 000, alors que le prix il oscille entre 30 000 et 29 000, ce qui indique du coup qu'il y a une baisse de la rentabilité, parce qu'il y a une prise de profit,
destruction de la rentabilité, et du coup, pas de plus de rentabilité qui a été créée, même une rentabilité qui a tendance à baisser, donc une chute maintenant de l'offre à court terme en profit. J'ai une question pour toi à ce niveau-là, juste pour Bien sûr. vraiment comprendre la subtilité de la chose. Si moi j'ai un BTC et que j'envoie sur un exchange, Ouais. est-ce qu'il est considéré comme vendu ou c'est uniquement quand l'exchange leur a renvoyé à une autre adresse qui sera considéré comme vendu? Ou est-ce qu'il y a une période, si juste je l'ai déposé sur un exchange, il va être considéré comme vendu? Enfin, Alors, ça, j'aimerais avoir réponse. Et honnêtement, c'est pour ça que j'aimerais moi-même faire mes propres analyses on-chain et être souverain. C'est parce que Glassnode ne communique pas ça. Glassnode, en tant que black box, ne donne pas toutes ces heuristiques parce qu'ils ont des concurrents. Ils veulent pas forcément que les concurrents fassent les mêmes sets de données qu'eux. Et ouais. du coup, ils disent pas, ils expliquent pas forcément comment ils vont analyser l'activité entre un wallet souverain qui va aller déposer sur un exchange. Comment est-ce qu'ils déterminent qu'il y a une vente ou pas. Moi, en fait, si tu veux, j'en suis arrivé à ces conclusions en observant leur set de données, en observant comment évoluent leurs données à travers le temps. Donc ça, c'est des trucs qu'ils communiquent pas. Moi, je le communique parce que je comprends à peu près comment il fonctionne, mais c'est pour ça que moi j'aimerais avoir un peu un Glassnode français qui soit idéalement open source pour qu'on puisse avoir des sets de données en français pour des Français et qu'on ne soit pas dépendant d'acteurs étrangers qui en plus sont pas open source, qui sont closed source, quoi. Ok. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore le dire avec certitude, mais de ce que je vois, parce que je travaille avec eux depuis un moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et idéalement, d'ici 2-3 ans, on devrait avoir des données françaises souveraines où on pourra vraiment être transparent et dire ce qui se passe. Et concrètement, par rapport au graphe que tu as sous les yeux, est-ce que ça t'aide à te positionner actuellement ou pas du tout? Qu'est-ce que toi, par exemple, t'attends de ton côté pour dire, OK, maintenant j'ai plus de certitude dans le fait qu'on parte en bull run ou que ici ce serait une bonne entrée? Qu'est-ce que toi tu tires actuellement des graphes comme information pour te positionner concrètement? Alors, personnellement, ce graphe-là, j'utilise pour faire de la petite spéculation à court terme. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que, bon, là, c'est pas montré, mais je peux aussi mesurer le taux de perte extrême. Donc, quand je vais mesurer le taux de perte extrême, ça va souvent être le cas pendant des bottoms, donc les petites zones rouges ici. Donc, je vais essayer d'accumuler en DCA agressif pendant les petites zones rouges, donc qui nous donnent à chaque fois les pico bottom, que ce soit donc le bottom au niveau des 30 000 en mai, que ce soit au niveau des 20 000 en juin 2022, ou que ce soit en octobre 2022, novembre 2022, au niveau des 16 000. Donc moi, je vais essayer d'acheter en DCA agressivement pendant ces zones de Tu fais un perte DCA intelligent en fait, uniquement dans exactement, ces un DCA périodes-là. intelligent. Et après, je vais leur dire de faire un DCA inversé pour prendre des profits pendant les périodes où on a du profit en perte. Du coup, je vais vraiment acheter pendant qu'il y a une perte extrême à court terme, pendant que les spéculateurs à court terme se font liquider. Et ensuite, une fois qu'ils sont en euphorie et qu'ils sont en train de prendre du profit et que le prix va ralentir, et ben là, je vends en même temps qu'eux. Donc, j'achète ceux qui sont en train de paniquer et je vends en même temps que ceux qui sont en train de penser qu'ils sont des génies. En Et gros, tu as ça ressemble à ça. automatisé ce comportement ou c'est encore quelque chose que tu fais à la Je main? suis en train de l'automatiser. Et là, pour l'instant, je suis en collab avec un dev pour ça. On est en train d'automatiser et on a des perfs qui sont incroyables sans levier. Sans levier, on a des perfs. Voilà, je ne vais pas trop le dire parce que ça peut être un service que je vais offrir après, mais des perfs qui sont vraiment très très bonnes, vraiment pour un bot on-chain, comparément à un bot qui fait même des retracements Fibo ou du RSI en 14 ou du MACD. On a vraiment des performances qui sont bien plus pertinentes. Par contre, ça va être des performances qui ne vont pas être court terme, ça va être plus du swing trade. Ça va être du coup sur des échelles de temps de plusieurs mois, tu vois. Donc là, on va acheter en Oui, bien octobre et sûr. après, on va revendre Ouais, c'est plusieurs en semaines au mars. minimum, en général. Voilà, plusieurs semaines. Mais par contre, ça fonctionne vachement bien. Mais ça, pour le coup, c'est du court terme. Pour moi, vraiment, court terme, ça va être plusieurs mois. Et après, on peut aller chercher des données qui sont vraiment plus complètes et vraiment sur du long terme avec l'étude des investisseurs à long terme, par exemple. Tout dépend de la stratégie. Si on veut faire du court terme, du long terme, si on veut comprendre le marché, si on veut investir, en fait, les sets de données on-chain sont tellement vastes qu'il faut bien définir le besoin et l'objectif de temps à la base. Et après, du coup, on est capable de répondre à des besoins. Et pour quelqu'un qui n'est pas positionné sur le marché aujourd'hui, comment tu utiliserais Glassnode, par exemple, pour commencer à te construire des positions ou des choses comme ça? Ceci n'est pas un conseil financier, mais ce serait intéressant d'avoir un petit peu cette approche pédagogique et des enseignements que tu peux tirer avec toutes ces informations que tu montres pour des gens qui soit sont positionnés sur le marché, soit ne sont pas positionnés sur le marché et cherchent à construire une position. Je sais que c'est Bien pas une sûr. question facile. Non, bon, en vrai, c'est une question relativement simple une fois qu'on a les outils, et c'est un de mes boulots justement chez Crypto Resort, c'est d'éduquer aux fondamentaux de l'analyse on-chain, comment ça fonctionne et quels outils utiliser. Et un des outils que je file notamment aux élèves, c'est le MVRV ratio et ses variantes, parce qu'il y a plusieurs variantes. Mais le MVRV ratio, c'est un moyen de mesurer la rentabilité moyenne du marché du Bitcoin. Donc il y a des périodes où on va avoir une rentabilité qui est Sur du positive mining? au-dessus de... Pardon? Sur du mining, du coup?
Ou ça n'a rien Non, à non, voir? non, sur le prix d'achat moyen d'un Bitcoin, pas sur le Ah, ok, mining. ok, Ça, ok, ok, ok. c'est d'autres mesures. On va mesurer le prix d'achat moyen de tous les Bitcoins sur le réseau. On va en faire une moyenne. Et du coup, après, on va faire un ratio entre ce prix d'achat moyen et le prix spot. Donc, en fait, ce ratio entre le prix d'achat moyen et le prix spot, c'est ce qu'on voit actuellement ici. Et donc, quand on a un prix spot qui est au-dessus du prix moyen d'achat, on va donc avoir un ratio qui va être supérieur à 1. En fait, on va avoir des vagues de croissance de la richesse du marché pendant les marchés haussiers, une vague ensuite de contraction et même de destruction de la richesse pendant les marchés baissiers, jusqu'à arriver à un moment où le ratio tombe en dessous de 1. Et donc là, en fait, la majorité des investisseurs sur le marché sont en perte. Et ces zones-là où le marché, le ratio MVRV est en dessous de 1, eh ben, elles coïncident avec tous les bottoms de marché baissier sans exception. Et moi, à la base, je l'utilisais avant le bottom de 2022. Du coup, je faisais de l'analyse a posteriori sur les 3 cycles précédents. Et ça s'est confirmé du coup avec le bear market de 2022. Donc, j'ai pu l'analyser en live. Ça s'est passé exactement comme les autres marchés baissiers de 2019, de 2015 et de 2012. Et à partir de ce moment-là, on est capable d'avoir des points d'entrée vraiment sur 2-3 mois, de faire un DCA automatisé agressif très, Ok. très, très pertinent sur 2-3 mois. Et en allant plus loin, on est capable de faire des analyses statistiques où on peut dire, OK, on a vraiment des moments de surchauffe pendant les tops de marché. Donc le On voit même MVRV, des trendlines c'est très apparaître, simple, hein. mais il peut Tu aller vois que très très loin, quoi. mm, mm. Pardon? On voit même des trendlines apparaître. Enfin, je suppose Ah qu'on oui, peut oui, même clairement. relier les sommets sur le ratio et les bottoms sur le ratio. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me saute aux yeux. Ce Oui, qui est oui. assez intéressant, c'est qu'on voit que dès que le ratio passe en dessous de 1, globalement, c'est que les gens sont en souffrance et Ah que la oui. majorité des personnes sont en perte, globalement. Et en général, c'est des moments où enfin, les acteurs sur le marché vont capituler ou, en tout cas, seront pas en position d'acheter Mhm. autant qu'ils aimeraient. Donc ça, c'est en général des bonnes occasions de ce qu'on voit. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est que si on ne saisit pas ces opportunités-là et que le marché part, après, c'est très compliqué de se positionner. Oui, ça peut être relativement compliqué de se positionner. Après, il y a 2-3 variantes. Je vais vous partager. Ça me fait plaisir, je le fais pas à l'habitude, mais bon, voilà, là, je peux le faire parce que ça me fait plaisir. Je vais partager une variante avec une analyse statistique relativement simple. Je vais juste aller la chercher si elle existe encore. J'espère que je l'ai encore. Je vais pas vous vendre du rêve. Non, tu sais quoi, je vais la bidouiller. Tant qu'on est en live, si ça ne dérange pas, je vais bidouiller avec l'outil Workbench en même temps qu'on parle. Comme ça, je vais expliquer un peu aussi les méthodologies. Pour les auditeurs, ça pourra être potentiellement intéressant. Donc, ce que je vais aller chercher, c'est donc le MVRV ratio. Et je vais aller chercher pour étudier la rentabilité latente, donc le profil psychologique de rentabilité des investisseurs du marché. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour charger. J'espère que vous avez Pas un de petit peu de souci. patience. Et, je vais bidouiller le graphe. Peut-être qu'en attendant, on peut parler d'un autre sujet, si ton Oui, cerveau bien est sûr. capable de tout assimiler en même temps. Oui, bien sûr, vas-y. Et je pense que, en vrai, la grosse question pour moi, c'est à quel point des données sont falsifiables, trucables, etc. Parce que j'en avais parlé avec Samy de GDC, donc de Journal du Coin, dans la dernière interview qu'on avait fait, en tout cas le dernier live qu'on avait fait avec lui et Capet. Et Yes. il était mort de rire parce qu'Avalanche faisait son all-time high en termes d'activité sur le réseau, quoi. Mhm. Et pour autant, dans ma TL, personne ne parle d'Avalanche. Donc, tu as vraiment cette fracture, ou en tout cas cette différence entre ce que nous, la sensation qu'on a sur les réseaux et ce qu'on peut voir on-chain. On a aussi des comportements similaires en trading, où parfois, au niveau des volumes, on voit du wash trading. Donc, en fait, on a l'impression que d'un coup, il y a beaucoup de volume de manière assez fréquente sur des paires, mais au final, c'est du volume qui est plus ou moins artificiel et généré par une poignée d'acteurs. À quel point on peut reproduire ça facilement sur des blockchains et à quel point ça peut justement affecter tes analyses et comment le déceler. La question Bah, toujours plus longue, hein, mais Non, non, mais je comprends. Alors, c'est assez difficile parce que souvent, il faut observer ces données pendant un bon moment pour voir qu'il y a une anomalie. Mais souvent, ce qui va se passer, les anomalies sur les blockchains ou le wash trading, ça va se retrouver dans le secteur des altcoins ou des NFT. Moi, je préfère juste rappeler que moi, j'étudie majoritairement Bitcoin et Ethereum
parce que ça va être le leader de marché. Et une fois que les tendances sont lancées sur Bitcoin et Ethereum, ou que je suis capable de comprendre qu'il faut se retirer ou qu'il faut justement entrer, là, je vais aller diversifier, là, je vais aller regarder des sets de données différents, mais je ne suis pas expert en avalanche, je ne suis pas expert en collection NFT pour voir s'il y a du wash trading. Par contre, l'avantage de l'analyse on-chain, c'est que du coup, on est capable d'aller auditer, et j'imagine que quelqu'un qui est suffisamment compétent, moi, ce n'est pas mon domaine de compétence, même si j'essaie de monter en compétence et de me diversifier, j'ai vraiment essayé de créer une base extrêmement solide, extrêmement saine sur les leaders de marché pour vraiment maîtriser le fondamental du potentiel de l'analyse on-chain au début, et ensuite du coup d'aller plus vers des altcoins et des NFT. Donc c'est ce que je commence à faire en ce moment, mais pour être honnête, je ne sais pas encore exactement comment aller regarder. Je sais que sur Dune, et d'ailleurs ça va faire l'objet d'un thread Twitter d'ici cette semaine ou le début de la semaine prochaine, il y a des tableaux de bord qui permettent de mesurer les quantités de wash trading sur certaines collections de NFT. Donc on Je a sais que des analystes Kaiko qui l'a beaucoup fait ça aussi oui, sur, c'est pas faux. sur tout ce C'est qui pas est exchange et volume de trading, etc. Puis même ouais, sur les NFT, on a eu tout ce qui est Blur, airdrop, etc. Donc il y a ouais. des gens qui ont fait exploser les volumes à farmer l'airdrop et derrière, il y en a pas mal qui sont fait mal en faisant ça. Et puis on a eu aussi OpenSea pendant une période qui a mis zéro frais quasiment. Ouais. Sur certaines collections ou sur même la totalité des collections pendant une certaine période, ce qui a aussi généré un volume incroyable. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. On parle de l'écosystème des NFT, mais n'oubliez pas les gars que c'est quelque chose qu'on retrouve même sur les plus gros exchanges. On a vu Binance qui a dit zéro frais sur le spot sur BTC pendant une période. Ça, évidemment, aussi, ça a un impact. Et on l'a aussi vu sur plein d'exchanges, surtout asiatiques, qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Et derrière, de dire ok, on est les plus beaux, on est les plus forts, on a énormément de volume, alors que beaucoup de volume, enfin une grosse partie du volume est artificielle, soit par du wash trading généré par leur market maker, soit par eux-mêmes en faussant les données, soit en market makant par eux-mêmes le marché d'une manière un peu illusoire. Mais souvent, c'est ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des adresses qui ne sont pas labellisées, qui ne sont pas connues pour être des adresses des market makers ou des exchanges, mais avec lesquelles tu vois une fréquence d'échange qui est anormalement hausse, en fait. Et tu pourrais te dire, mais en fait, soit c'est des bots de trading créés par des particuliers ou des boîtes, soit c'est des bots de trading que les market makers ou les exchanges détiennent eux-mêmes pour gonfler leur Ouais, volume, pour dire, bah regardez, on a du volume, on a des transactions, venez chez nous, c'est intéressant. Et souvent, en fait, on va regarder, on va vraiment aller regarder la régularité d'échanges avec différentes adresses, mais par contre, il y a des mecs qui sont futés. C'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois créer une nouvelle adresse pour faire un transfert, et du coup, tu as une création d'adresses incroyable qui va se créer sur certaines blockchains, où tu vas avoir des adresses actives ou de nouvelles adresses qui vont exploser, juste parce qu'il y a des gens qui veulent camoufler le wash trading. Et ça, du coup, ça peut être dur, parce qu'il y a des gens qui disent, waouh, mais il y a plein de nouvelles adresses qui sont créées, donc il y a plein de nouveaux utilisateurs. Et bah non, en fait, c'est mais juste un mec qui essaie de Kaiko pas se était faire gauler, super quoi. fort sur ça. Kaiko a été Pardon? méga fort sur ça, Ah parce oui, qu'en oui, gros, Kaiko est. Ouais. ils ont été jusqu'à analyser des patterns Mhm. de trading et de volume de trading sur la majorité des exchanges. Où en fait, on voyait Ouais. qu'il y avait des certains patterns avec certaines heures, certaines minutes, certaines secondes, où il y avait des pics, des pics de volume ou des moments où il n'y avait pas du tout de volume, ou même dans une seconde, ils sont capables d'identifier tous les trades et de retrouver des patterns de taille de trade, de fréquence de trade, etc. Enfin bref, ça, je vais un peu loin, mais sachez qu'il y a des acteurs comme Kaiko qui ont fait des analyses sur ça et qui sont vraiment, vraiment top pour ceux que ça intéresse. Non, non, ils sont vraiment très forts, et pour le coup, ils vont vraiment aller chercher de la donnée de marché. Là où Glassnode fait de l'insight et de l'information de marché pour plus faire de la théorie de l'investissement, eux, ils vont vraiment aller regarder comment fonctionnent les participants du marché. Ils sont pas forcément plus sur le côté investissement, mais plus sur le côté explication, un peu regarder ce Ouais. qui se passe en coulisses, en soum-soum. Et en fait, combiner les deux, c'est juste passionnant. Tu as vraiment une vision quasiment à 360 de tout l'écosystème, avec qu'est-ce que les gens font, pourquoi ils le font et comment est-ce que certains investissent. C'est assez costaud, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous montres sur ton écran? Est-ce que tu as terminé le setup? Ouais, ouais, c'est bon, le setup il est parfait. Donc, on a le fameux MVRV ratio dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est on va faire une analyse statistique très très simple du MVRV ratio. Ça veut dire on va mesurer tous les points de données du ratio MVRV, donc de la rentabilité latente du marché par rapport à son histoire, et on va faire envers une moyenne historique. Donc, on va avoir la moyenne globale du profit latent sur Bitcoin. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que en moyenne, l'investisseur moyen en Bitcoin, il est en profit de 80%. Si on regarde quelqu'un qui a vraiment été sur tout l'historique de Bitcoin. Du coup, on peut voir aussi le rapport avec le fameux prix d'achat moyen de Bitcoin. Donc, quand on
tourne en dessous du prix d'achat moyen, on est du coup sur des périodes où on peut être intéressé à l'achat. Par contre, ça peut aussi nous donner d'autres données. Déjà, on peut être capable de voir qu'on a vraiment des croissances, encore une fois, de la richesse jusqu'à un point extrême, des moments de contraction puis de destruction. Et en fait, on évolue par vague, comme ça, ce qui va se passer. Et du coup, on est capable de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe dans un cycle. On va avoir la moyenne historique et on va en fait calculer des déviations à 1 puis 2 écarts types à la hausse, puis à 1 et 2 écarts types par le bas. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va voir qu'en fait, le ratio MVRV, il va nous indiquer à quel point on se situe dans un bear market ou dans un bull market. Donc, une fois qu'on est dans une zone de très très fort profit latent extrême, donc on va être dans une zone où on peut faire un très bon décès inversé et prendre des profits au fur et à mesure. Destruction de la richesse, on va arriver dans une zone où on peut avoir de l'accumulation très importante à l'achat, du coup avec les bottoms. Et du coup, entre ces zones, on se trouve soit dans une zone de croissance de la richesse, soit dans une zone de destruction de la richesse. Et à ce moment-là, on peut voir qu'actuellement, on est dans une zone de croissance de la richesse, mais qu'on n'est pas encore arrivé à la moyenne historique. Du coup, on n'est même pas encore au début d'un réel bull market, on est encore dans une période de transition entre la fin du bear market et le potentiel bull market qui peut arriver. Donc on est dans cette zone relativement volatile, relativement incertaine, qui n'est pas encore le bull market, parce que, bon, certains le savent, mais le bull market est aussi notamment influencé par des dynamiques monétaires du Bitcoin avec le halving, qui va impacter du coup la rentabilité des mineurs. Et donc pour l'instant, on peut savoir qu'on n'est encore pas trop tard pour rentrer, tu vois, c'est ça qui est... On voit que historiquement, le bull market commence quand le MV... C'est quoi? C'est le MVRV ratio passe au-dessus de ta ligne verte. On voit que historiquement, c'est quasiment systématiquement un moment où on passe en bull market, quoi. Bon, après, évidemment, on n'a pas énormément de cycles qui sont analysés. Enfin, c'est à peu près tous les cycles qu'on a vus sur Bitcoin, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose. Enfin, ça va exactement se passer de la même manière à chaque fois. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'on est encore loin d'une euphorie ou de quoi que ce soit et qu'on n'est pas dans un PNL hyper important en latent. Quand on parle de latent, c'est un profit qui n'a pas été réalisé par la majorité des acteurs, quoi. Tout à fait. Et ce qui est important à noter, c'est que, comme tu l'as dit, bon, évidemment, Bitcoin, ça a beau être une des plus vieilles crypto-monnaies, elle a que 14 ans. Et du coup, on a que 4 cycles en gros analysés. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les cycles sont tous différents. Voilà, on a eu des double tops, on a eu un très très beau, vraiment le plus beau bull market que j'ai jamais vu sur Bitcoin, c'était celui de 2016-17. On a un top de distribution ici un peu particulier en 2021-22. Et pourtant, à chaque fois, on a des patterns qui riment. Donc, on a des marchés qui sont tous différents, mais on retrouve des dynamiques à chaque fois qui sont similaires. Donc, le marché et les investisseurs du marché se comportent de la même façon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des humains. Et comme c'est des humains, ils ont une psychologie qui ne change pas à travers le temps. Même si quelqu'un qui est arrivé en 2016 aujourd'hui est plus mature que quelqu'un qui vient d'arriver en 2023, au final, la psychologie humaine reste toujours la même. Et on retrouve du coup des comportements cycliques humains qui sont en partie prévisibles, même si à chaque cycle, l'histoire ne se répète pas, elle rime d'une certaine manière. C'est ça qui est le plus important en fait. Et l'analyse que tu fais actuellement sur Bitcoin, je pourrais la faire sur n'importe quel altcoin ou même Ethereum ou absolument pas? Ouais, je peux la faire sur Eth. En soi, je pense que je suis capable de la faire sur Ethereum. Il me suffit de prendre le prix, de remplacer le prix du Bitcoin par le prix de l'Ether. Du coup, on devrait arriver à quelque chose de relativement pertinent. Ouais. J'ai une petite question pour toi en attendant. Quelles sont les données qui sont peu ou pas disponibles auxquelles tu rêverais d'avoir accès, concrètement? Alors, personnellement, moi, je trouve que le set de données actuel, il est quand même très, très, très complet chez Glassnode et chez les autres. On pourrait aller sur du plus pointilleux, aller regarder plus en détail, par exemple, les ordinals sur Bitcoin ou des infos sur les nouvelles EVM qu'on peut avoir sur Ethereum. En réalité, je pense que on va avoir un boom de l'analyse on-chain d'ici 2-3 ans où tout le monde va essayer de présenter des métriques à fond les ballons à droite à gauche. Et ce qui va être important, ça va être d'essayer de trier le grain de livret. C'est pas forcément important d'avoir des données extrêmement diversifiées quand on a des données qui sont déjà hyper pertinentes. Pour moi, le mieux, c'est d'avoir une base saine. Et donc, moi, je recommande, et je veux pas forcément avoir plus de données que ce que j'ai maintenant. J'aimerais déjà être sûr que les données qu'on a, elles sont bien, qu'on a bien labellisé les exchanges, qu'on a bien labellisé les wallets des institutionnels, qu'on est bien sûr que telle plateforme OTC, elle a bien tant de Bitcoin et pas tant d'autres. L'intégrité des données, c'est pas la quantité de données. L'intégrité des données plutôt que sa diversité. Arriver à avoir une base saine avant d'aller faire plus d'innovation à mes yeux. Ok. Et tu disais qu'on pouvait s'attendre à avoir plein de nouveaux analystes arriver à faire du on-chain, etc. À l'avenir, notamment le prochain cycle. Moi, personnellement, je m'y suis déjà un petit peu mis de certaines manières, mais c'est plutôt pour mettre... Ouais, j'ai fait quelques tweets là-dessus, notamment sur Ethereum, pour mettre en avant certaines choses, notamment
la déflation, les derniers changements depuis le merge, etc. Enfin, c'est pas de l'analyse 5 étoiles, mais c'est des constats qui sont assez simples et qui sont toujours plus visibles par les graphes que par des chiffres sortis un petit peu de ton sac et qui, ou sur lesquels tu n'as pas de repère, parce que l'évolution d'une donnée est limite aussi importante que la donnée en elle-même. Mais ouais, ce que j'ai commencé à